Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier et bonjour à tous. Je suis heureux, mon cher Pierre, de vous retrouver. Merci Olivier, moi de même. Et nous allons parler, devinez, de quoi? D'économie. Mais nous allons parler avec Yves-Marie Edline, que nous avons eu l'honneur de recevoir il y a déjà quelques semaines. Cette fois-ci, nous vous avons convié pour un bouquin qui est de petit volume, ce qui encouragera les lecteurs, une centaine de pages, et qui s'appelle, Yves-Marie Edline, l'économie encadrée. Alors, je vais tout de suite vous contester le titre. Mais, rassurez-vous, ce sera pour le meilleur. Cependant, je voudrais, avant de contester le titre, dire à nos téléspectateurs qui vous êtes. Parce que, d'abord, il y a des téléspectateurs tous les jours, nouveaux. Parce que vous êtes philosophe, 10 livres de philosophie, vous avez écrit sur la politique, une dizaine de livres aussi, la poésie, car vous êtes un poète aussi. Le poète, c'est celui qui crée, c'est celui qui invente. Les Grecs pensaient que les mathématiciens étaient aussi des poètes, et que les poètes étaient des mathématiciens. N'est-ce pas? Je ne me trompe pas. Du théâtre, de l'histoire, des romans, et même un livre de théologie. Et pourtant, dans la liste, pas un livre d'économie. Le premier, le voici. Alors c'est intéressant, parce qu'on va demander à quelqu'un qui n'est pas économiste, qui n'est pas rompu au langage de l'économie, qui rentre dans la complexité du discours économique, de tenir un langage de clarté. Et je dirais que le livre pourrait servir à des étudiants, parce que, par exemple, toute l'évolution du socialisme, toute l'évolution du libéralisme est résumée de façon claire et précise, et c'est ça l'avantage de votre livre, outre d'autres informations que vous donnerez dans le cours de l'émission. Mais alors là, je vous conteste le titre, l'économie encadrée. Car immédiatement, on pense à M. Brejnev, Au plan, à Henri Demann, le meilleur sans doute. à François Bayrou. À François Le Plan. On pense même à M. Mélenchon. Non, bref, non. ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout le livre. Bien ça, sûr. c'est sûr. Alors, moi, j'avais pensé chercher, mais on ne va pas faire un brainstorming là-dessus, mais pourquoi pas l'économie tempérée? Vous qui êtes musicien aussi, comme le clavecin, bien tempéré. Une économie tempérée. Alors, vous voyez, qui renvoie, qui renvoie finalement à nos climats tempérés. Au réchauffement climatique. Non, Pierre, non, surtout, mais vous gâchez tous les effets, voyons. Non, alors, sérieusement, économie encadrée, on a compris que vous ne voulez évidemment pas du socialisme. Ça n'est pas l'économie administrée. Voilà. Et ça n'est pas non plus le renard dans le poulailler. Voilà. C'est le renard libre dans le poulailler. Le renard libre dans un poulailler, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas dissocier l'économie du politique. Pourquoi? Parce que, certes, l'économie vise le bien des particuliers, et non pas le bien de l'État. Ça, c'est la statolatrie qu'on peut rencontrer. Mais l'État, lui, est garant du bien des particuliers. Et ça, je suis très aristotélicien quand je dis ça. J'allais dire, oui. Parce que notre bonheur, disons, ultime, c'est de... nous ne pouvons le trouver que dans la cité. L'homme est un animal politique. Et par conséquent, l'État est garant, par exemple, de notre sécurité. La sécurité, c'est la première des libertés. Et dans la sécurité, il y a la sécurité économique et sociale. Et donc, il y a la possibilité de réguler nos rapports, car en fait, le politique sert à ça, réguler nos relations. Et bien entendu, il ne s'agit pas d'administrer l'économie, ce qui décourage la prospérité. Enfin, on connaît tous les défauts du socialisme. Mais il s'agit de l'encadrer. C'est pour ça que je parlais d'économie encadrée. L'économie doit se passer à l'intérieur de la cité. Et cette cité, eh bien, elle est quand même gérée par un État, de façon à ce que l'État puisse pallier les insuffisances ou éventuellement retenir, pour une raison très simple. Et c'est là où vous allez comprendre mon titre. Vous le savez très bien, la loi fondamentale de l'économie, c'est le profit maximum. Autrement dit, j'essaye d'investir le moins coûteusement possible pour réaliser une marge la plus large possible, un bénéfice le plus grand possible. Ça, c'est l'économie. Si on laisse les choses en l'état, on arrive au Monopoly.
Oui, Bon, oui. et donc c'est-à-dire, alors, vous savez que le Monopoly, le dernier joueur ramasse tout, il a ruiné tout le monde. Bon, et donc si l'État ne fait rien, voilà ce qui se passera, ou voilà ce qui risque de se passer. Donc l'État est là pour imposer un certain nombre de règles, par exemple ce dont nous souffrons aujourd'hui, les trusts, les GAFA, tous ces trucs-là, dénoncent l'absence d'État, justement. Et donc, quand je parle d'économie encadrée, c'est ça, c'est qu'il faut que l'État donne des cadres. Ça ne veut évidemment pas dire que l'État doive administrer l'économie. J'ajoute, j'ai l'impression de tenir un discours politique quand je dis j'ajoute. Oui, j'ajoute, vous êtes à une tribune, là. Voilà, j'ajoute que il y a des secteurs qui sont des secteurs stratégiques. Voilà. Alors, lesquels, par exemple? Eh bien, Transport, le transport, la défense, l'énergie. Si on avait su, par exemple, que la filière du nucléaire appartenait au secteur stratégique, eh bien, peut-être qu'un certain conseiller économique de l'ancien président Hollande n'aurait pas vendu une partie de ce secteur aux Américains. vous parlez de l'affaire Alstom. Je parle de l'affaire cet ancien Alstom. conseiller, il faut l'appeler par son nom, c'est M. Emmanuel Il est Macron. devenu président de la République. Voilà, qui a mis entre les mains de General Electric la technologie française des turbines Voilà. Arabelle. Et ça, s'il n'y a pas un État pour empêcher cela, que cela se fasse, eh bien alors, on laisse faire n'importe quoi, vous voyez. Donc, non, il faut que l'économie soit encadrée dans ce sens-là. Mais j'aime bien votre suggestion de parler de tempérer. L'économie tempérée, pourquoi pas? Vous savez qu'il y a un cas de figure historique intéressant, de laboratoire en quelque sorte, qui illustre ce que vous êtes en train de nous dire. Nous avons eu l'effondrement de l'Union soviétique qui s'est effondrée sous le poids de son État. Et 10 ans se sont écoulés qui souffraient de l'absence d'État. C'est-à-dire que le mal était l'excès d'État. Bien sûr. Puis ensuite, le mal a été l'absence d'État. Avec une oligarchie grandissante, qui il a fallu que M. coinfrait Poutine littéralement, arrive, voilà. bien sûr. Donc on voit comment, en quelque sorte, M. Poutine vient tempérer l'économie, en quelque sorte, ou l'encadrer, parce qu'elle est assez encadrée, il faut bien le reconnaître en l'occurrence. Mais je crois que c'est un cas de figure intéressant. Yves-Marie Adeline, on parlait Bien. à l'instant d'oligarchie. Comment elle arrive, cette oligarchie? Elle arrive déjà. Alors, toute société a tendance à se créer une élite. Toute société, même celle qui se prétend égalitaire. Une aristocratie. Une aristocratie, mais regardez, les États-Unis se sont créés une élite, bien sûr. Et toute élite se veut héréditaire. Ce qui est assez normal, d'ailleurs. Parce que Oui, quand on vous connaît êtes les grandes familles américaines. Voilà, quand vous êtes en position de... Pensez que les Bush, par exemple, le Bush Junior devait être le 16e fils de la Révolution américaine. Donc, pour être fils de la Révolution américaine, je sais ce que c'est, il faut connaître son ancêtre à l'époque de la guerre d'indépendance américaine. Ça, c'est le fait des élites. Hein. Ce sont Oui, les peuples qui ont la bien sûr. mémoire courte, comme disait un vieux maréchal, mais les élites ont la mémoire longue. Donc c'est normal, puisque cette mémoire les flatte, hein, donc c'est une mémoire longue. Et donc, toute société se crée son élite. Même l'Union soviétique s'était créée son Bien sûr. élite. La nomenclatura, je me souviens, à l'époque de l'Union soviétique, j'étais allé faire un voyage dans cette Union soviétique agonisante, c'était encore du temps de Gorbatchev, et j'avais été reçu dans un très bel appartement de la part d'un personnage très médiocre par ailleurs socialement, mais je dis, mais comment peux-tu habiter quelque chose d'aussi joli? Ah bah c'est mon grand-père a fait la révolution au bon moment, etc. Donc vous voyez, il y avait cette espèce d'anoblissement, entre guillemets, voilà, de par l'épée, si on peut dire, de son grand-père. Et l'oligarchie naît à partir d'un contexte où cette élite ne sert plus le bien commun, Oui, mais alors son bien vous propre. distinguez d'ailleurs aristocratie Et oligarchie. et oligarchie. Pas le premier à l'avoir fait, c'est les problème, Grecs qui bien nous sûr, l'enseignent. mais le problème, c'est que toute aristocratie devient oligarchique. C'est très difficile. Alors, oui, à moins que l'on réfléchisse à des institutions. Et c'est là, qu'est-ce que vous voulez, tout raisonnement logique, et je vais en vexer quelques-uns, tous les raisonnements logiques aboutissent à la même chose. Que ce soit par la philosophie politique, un livre comme la philosophie de la royauté, par exemple, que ce soit par le social, pensez aux nouveaux seigneurs, Oui, ou bien à propos desquels nous avions fait nous une étions émission, entretenus sur cette les nouveaux seigneurs, Oui, SEI-GNEURS,
qui pourrait s'appeler les nouveaux seniors SAI. SAI, bon. Parce que... Et puis là, il y a une troisième entrée qui est l'entrée économique. C'est-à-dire que si l'État doit garantir, disons, la tempérance de cette pratique de l'économie, alors il faut réfléchir à l'État en question. Si vous vous contentez de dire, bah, écoutez, il y a le socialisme ou bien il y a la démocratie, par exemple, hein, ce que je cite à la fin du livre, c'est pas suffisant parce que la démocratie ouvre la porte à l'oligarchie. Parce que le suffrage universel est un sport de riches. Et par conséquent, le régime démocratique, inévitablement, tourne en oligarchie. C'est d'ailleurs ce que nous vivons aujourd'hui. Et en économie, le capitalisme conduit toujours au monopole ? Ah ben oui, si vous n'êtes pas là pour réguler les choses ou pour l'encadrer, pour les encadrer, ça va conduire un moment à un monopole, mais privé, c'est-à-dire plus un monopole de l'État. Et donc, c'est en ce sens qu'on dit, quelquefois, que le capitalisme est la chaussette... Le capitalisme pur, non encadré, la chaussette renversée du socialisme, évidemment, c'est la même logique. Mais vous montrez aussi que jamais, à notre époque, le capitalisme n'a atteint une dimension telle qu'il dépasse la puissance des États. Alors ça, c'est tout à fait nouveau. Ça. Oui, mais c'est avec la mondialisation et surtout avec la modernisation des moyens de production, etc. Et surtout l'hyper-spécialisation de certains pays par rapport à d'autres. Pensez au phénomène des délocalisations, où on a laissé à certains pays le soin de faire nos chaussures, en échange de quoi ces pays-là nous achètent des TGV, par exemple, ou des logiciels, enfin, peu importe. Et par conséquent, on est dans un monde aujourd'hui où la population... L'homme modeste, disons, le travailleur modeste, est d'autant moins protégé de la pauvreté ou au moins de la mise à l'écart du flux de la prospérité, que nous sommes dans un monde mondialisé où l'on délocalise les productions. Voilà. Alors, vous nous enseignez comment protéger les citoyens, protéger les plus pauvres d'entre eux. Mais comment nous protéger, nous, contre l'État, surtout lorsqu'il devient le complice des oligarques et des oligarchies mondialistes? C'est là où, inévitablement, on est conduit à tenir des réflexions. Je n'ai à aucun moment, vous aurez remarqué, pourtant vous connaissez un peu mon CV, je n'ai prononcé le mot clé, disons, de cet ouvrage. Mais il arrive un moment où on est obligé de s'interroger sur les institutions. Bon. Il ne suffit pas de dire que l'État doit garantir, il faut savoir de quel type d'État nous avons. Et encore une fois, le seul fait de dire que contre la tyrannie il y a la démocratie, c'est pas suffisant. Et donc, il faut savoir quelle garantie on peut offrir à l'État lui-même pour qu'il puisse nous garantir. Voilà. Et évidemment, là, il faut réfléchir à deux choses, globalement. C'est une représentation populaire un peu mieux conçue que celle que nous connaissons aujourd'hui, qui est de type oligarchique. Donc, d'ailleurs, j'ai rien inventé lorsque je parle de suffrage... de préférence majoritaire, etc. Et puis, évidemment, au sommet de l'État, un pouvoir arbitral que nous n'avons pas. Ce pouvoir arbitral, il porte un nom quand on ose le nommer, évidemment, mais un pouvoir qui se succède, enfin voilà, où l'autorité de l'État est vraiment libérée des intrigues. Et, voilà. Alors, cela dit, quand je vous dis tout cela, parce que bon, on a compris que je parlais de monarchie, mais quand je dis tout cela, j'ai bien conscience d'évoquer ce qui est souhaitable, ou de décrire dans ce livre ce qui serait souhaitable. Maintenant, est-ce que c'est possible ? La politique, c'est l'art de concilier le souhaitable et le possible. Alors ça, je n'en sais rien. Ouais, bon, je comprends bien les difficultés. Quand je parle, par exemple, des banques, et je dis qu'il faudrait que l'État redevienne maître de la création monétaire, il faudrait séparer les banques des dépôts, des banques d'investissement, etc. Oui. Tout ça, c'est souhaitable. Bon, maintenant, alors, c'est peut-être moins difficile à faire qu'une restauration. Il y a une condition. La condition... je pense que Pierre, vous en serez d'accord, c'est que nous affranchissions des règles européennes, des traités, un certain nombre d'articles du traité de Maastricht qui nous interdisent, par exemple, le financement par la Banque de France. Oui. Bon, par exemple, mais il y a bien d'autres exemples. Cela dit, c'est l'Europe. Cela dit, c'était déjà un mouvement
interne, Bien sûr. et nous l'avons confirmé dans la construction européenne. Nous n'avons fait que le renforcer encore par les traités européens. Alors, nous allons faire une première pause pour aller plus avant encore dans votre livre, parce qu'il y a quand même une critique de la mondialisation, du libéralisme, du profit, et de ses effets sociaux ravageurs, destructeurs, les délocalisations par exemple, mérite qu'on y revienne. Et le modèle américain qui a inspiré tout cela aussi, sur lequel vous avez des développements intéressants. Toujours en compagnie de notre invité Yves-Marie Adeline. Yves-Marie Adeline, on va parler un petit peu de la répartition des richesses. Comment vous expliquez aujourd'hui qu'1% des habitants de la planète possèdent 50% des richesses ? Par le système que l'on vient de développer, c'est-à-dire si c'est un système qui n'est pas encadré, tempéré, eh bien on est dans une logique de monopolie. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir, quelques-uns parlent de l'Amérique comme une sorte d'Amérique-monde, on voit très bien que les États-Unis sont le miroir du monde à cet égard, parce que c'est le chiffre américain. 1% des Américains se partagent 50% de la richesse nationale, et c'est un mouvement qui n'a fait que s'amplifier, car il y a 100 ans, en 1914, c'était 2% des Américains, ce qui était déjà pas beaucoup, qui se partageaient 50% de la richesse nationale. Le plus choquant d'ailleurs n'est pas tellement là. Ce qui est embêtant, c'est que 50% des Américains se partagent 1% de la richesse nationale. Car en fait, qu'il y ait des gens très riches, c'est une chose. Moi, j'ai absolument rien contre. Et puis le ruissellement, enfin, on connaît cette théorie. Mais ça, le ruissellement... Ce que vous êtes en train de dire, Yves-Marie Adeline, je vous cite, « L'abrutissement intellectuel par le travail conduit les cadres de la société économique à ne plus avoir la force de se cultiver. » Ce que vous êtes en train de raconter, en fait, tout le monde l'a oublié, en fait. Oui, ça c'est... Alors ça, vous trouvez déjà ça dans Hannah Arendt, hein, dans La condition de l'homme moderne, hein, en anglais c'est The Human Condition, mais on ne pouvait pas dire la condition humaine à cause de Malraux, donc on appelle ça la condition de l'homme moderne. Et elle avait prédit ça, c'était très intelligent de sa part. L'élite que nous avons connue il y a 100 ans, aller écouter du Claudel, voyez, ou des concerts de Debussy. Et aujourd'hui, tout le monde se retrouve dans les mêmes... avec les mêmes distractions, devant les mêmes des émissions de télévision et même dans les mêmes concerts. Alors après, pas toujours dans les mêmes loges, mais aussi bien Bill Gates que... Vous avez dit loge. Vous voyez, donc c'est vrai que là, nous assistons, et c'est un mouvement qui ne fait que s'amplifier aujourd'hui, hélas, nous assistons à une sorte de décadence culturelle. Oui, mais alors il y a une baisse du QI, ça c'est très curieux. Alors, certains l'attribuent à l'électronique, mais c'est pas tout à fait exact, puisque le Japon, la Corée sont très... Absolument. Les pays d'Asie du Sud-Est, qui sont pourtant les Sud-Coréens, vous imaginez, doivent être à peu près les plus connectés de la planète, et c'est pourtant là qu'on trouve les QI les plus importants. Donc il y a autre chose. Il y a peut-être autre chose. Nous, dans notre sphère occidentale, il y a évidemment un effondrement du système éducatif, et surtout une idéologisation du savoir, et qui aboutit à une sorte de stérilité, exactement comme l'économie marxiste a ruiné l'économie, en fait. Oui. Parce que lorsque vous n'avez plus la possibilité de prendre des initiatives dans votre pensée, d'avoir une liberté de formuler des hypothèses, etc., lorsque ça n'est plus possible, eh bien on aboutit... C'est la sclérose. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir d'autres causes. Moi j'avais écrit un article sur l'effet de l'audiovisuel, par exemple dans l'apprentissage des savoirs, hein, qui aboutit à une perception passive des événements, enfin des informations. Mais ça n'est pas une explication suffisante. La preuve, puisque encore une fois, ces dragons d'Asie du Sud-Est sont évidemment très... À propos d'idéologisation, Yves-Marie Adeline, pourquoi vous évoquez dans votre livre, L'économie encadrée, l'ouvrage de Thomas More en 1516, Utopia ? Pourquoi est-ce que parce que il y a des gens qui... Est-ce que c'est la source ?
À la source, j'irai pas si loin, Platon déjà, la vision totalitaire de la société, c'est quand même Platon. C'est la République mais totalitaire, de Platon. mais pas utopie. Utopia, c'est le non-lieu. C'est-à-dire que lui, saint Thomas mort, que l'on honore de toute autre raison, parce que il est martyr surtout. Il est martyr, il a résisté au roi d'Angleterre. Il est martyr du pouvoir politique et par fidélité à l'Église. Oui. Mais on l'honore pour ça. Cependant, son livre est une horreur, c'est un véritable cauchemar. Alors, Utopia, c'est Utopos. Alors, dans ce livre, Utopia, il préconise une société où nous vivrions tous comme des moines, nous n'aurions plus aucune propriété privée. Alors, nous habiterions des maisons, mais tous les 10 ans, on serait chassé de cette maison pour pas s'y enraciner. Voilà, pour pas s'y enraciner. Et puis, il y a une austérité de vie absolument incroyable. Le divorce est puni de mort. Alors, l'adultère est puni de mort. Et d'esclavage aussi. Oui. L'esclavage fait partie des punitions prévues. Et le mot utopiste a été forgé quand même sur ce bouquin-là. Donc, évidemment, c'est une vision cauchemardesque. Alors, j'en ai parlé pour dire que... Il y a un très bon livre qui est paru dans les années 60, qui est paru au Seuil, qui a échappé sans doute à la direction du Seuil. C'est le phénomène socialiste d'Igor Shafarevitch, qui est un Russe, bien sûr. Il recense toutes les utopias au cours de l'histoire. Et vous en avez énormément. Ouais. Et tout se passe comme si c'était une espèce de pulsion récurrente dans l'histoire de l'humanité. Oui. En fait, la liberté fait peur. L'initiative fait peur, et ces gens-là croient que... Alors là, on n'est plus dans l'encadrement de l'économie, on est dans l'administration pure et simple de toute la vie sociale, pas seulement l'économie d'ailleurs. Bon, ça aboutit à des catastrophes effroyables que nous avons connues au XXe siècle, avec les totalitarismes sanguinaires, car en fait, vous ne pouvez pas concilier l'égalité totale avec la liberté, ça c'est pas possible. Car il existe des inégalités naturelles. Que l'on veuille ou non, il y a des maigres et des gros, il y a des intelligents et des gens moins intelligents. Est-ce que vous pensez... Il y a des beaux et des laids. Mais l'État peut être là pour pallier, non pas effacer ça, parce que là on est dans le complexe de Procuste, qui coupe les jambes de ceux qui ont les ont trop longues. Et qui étire les membres de ceux qui sont trop petits. Bon, déjà les Grecs dans leur sagesse avaient vu les aberrations de cela. Mais au moins pour pallier cela. C'est dire, c'est pas parce que quelqu'un est né avec une jambe en moins qu'il ne faut pas s'en occuper. Et donc, on va tout faire pour pallier l'infirmité qu'il a reçue de la nature. Alors, je parle d'une jambe en moins, ça peut être aussi un neurone en moins, ou en plus, ou en trop, ça arrive aussi, etc. Donc, vous voyez, c'est... Sur l'emprise de l'État sur le citoyen, qu'est-ce que vous avez pensé du confinement, sur le fait que l'État force les gens à rester prisonniers chez eux, quasiment ? Là, c'est évidemment... notre problème, c'est le manque du recul. Il est évident que les libertés publiques ont été sérieusement atteintes, là, avec cette affaire de confinement. Le manque de recul vient du fait que nous ne savons toujours pas exactement d'où est venue cette pandémie. Et ce qu'elle est, même. Ce qu'elle est réellement. Moi, j'ai fait partie de ceux qui prenaient cette pandémie à la légère, et je reconnais que j'ai des gens... parmi mes amis qui en ont été victimes, alors qu'ils n'y ont pas succombé, mais qui en ont été victimes. Donc, il doit bien y avoir quelque chose quand même. Mais d'où vient cette pandémie ? Alors, vouloir ne serait-ce que s'interroger, maintenant il y a une nouvelle formule. Avant on disait fasciste, maintenant on dit complotiste. Voilà, c'est une nouvelle formule, c'est la formule magique, c'est le abracadabra de la pensée contemporaine. Voilà. On m'élimine en disant, voilà, tu es complotiste, etc. Oui, mais dans le côté, je veux dire, je ne me prononce pas. Il y a une idéologie covidiste, en quelque sorte. Oui, en quelque sorte, ça ne peut pas être une idéologie covidiste. Mais je me prononce pas. La crise qui s'en est suivie, la crise économique dans laquelle on est, vous dites, la crise actuelle aurait éclaté de toute façon parce que trop d'argent a été créé. Mais de l'argent, il continue à en être créé par la BCE à tour de bras. Plus que jamais. Simplement, on repousse la crise à plus tard, sauf si toute cette montagne de dettes s'efface. Alors, dans l'histoire, mais je parle sous le contrôle d'un économiste, dans l'histoire, les dettes s'effaçaient avec la guerre. Or, la guerre n'est plus possible à cause de l'arme nucléaire. Donc, Emmanuel Macron nous disait qu'on est en guerre.
Oui, Oui, bon, mais ça, c'est- justement, ça, guerre c'est- économique. Oui, on est en guerre économique. Mais je pense que vous voulez faire allusion à la guerre contre le virus. C'était ça, Oui. non, la guerre contre le virus. Mais non, mais ça, ce sont des effets d'estrade. Mais c'est vrai que cette montagne de dette que dénonçait déjà Maurice Allais, Bien sûr. cette montagne de dette, bien sûr, ne sera jamais remboursée. D'autant plus que j'ai essayé de, mais bon, je ne suis pas très original en faisant ça, de montrer dans ce bouquin comment la dette publique ne peut faire que s'amplifier toujours plus, puisque de toute façon, les États ont la contrainte d'emprunter auprès des banques privées, mais à intérêt. Or, un État qui... Maintenant, on est plutôt en taux nul, voire négatif en ce moment. On est en train d'en sortir peu à peu. Ça commence. On est en train d'en sortir des taux négatifs. Mais ça veut quand même dire que même une politique d'austérité ne réduirait pas la dette publique. Et vous dites au contraire que ça va gonfler la dette publique, la politique d'austérité. Parce qu'elle reposerait sur l'emprunt, au lieu de... Posé sur l'épargne. Oui, c'est ça, au lieu... Voilà. Ouais. Mais alors, c'est là qu'on revient à nos riches et à nos pauvres. C'est qu'on s'aperçoit, donc, comme vous l'avez dit, 1% aux États-Unis possède 50%. Mais ce qui les a considérablement aidés, et vous le dites, c'est évidemment la financiarisation de l'économie. C'est-à-dire l'éloignement de l'autonomisation de la sphère financière par rapport à la sphère réelle. Ouais. Et vous avez pris un exemple. Vous avez cité le coût du manque à gagner de la crise du Covid. On l'a estimé à 245 milliards. Mais M. Bruno Le Maire a distribué 590 milliards. C'est-à-dire, il a surpayé la crise. Parce que, quoi qu'il en coûte. Donc, là encore, c'est de la dette. Oui, c'est de la dette. C'est de la dette, mais que vaut cette dette? Je veux dire, on ne tombe pas à un œuf. Il y a un film comme ça avec Pierre Richard, à votre génération vous avez dû voir ça, où un producteur de cinéma lui dit « Ah, vous me devez 200 briques. » Bon, ça c'est pas grave, si je vous devais 100 balles, je serais très embêté, mais 200 briques... Bah oui, vous connaissez l'histoire. Donc là, si vous devez 200 briques à votre banquier, vous le tenez, mais si vous... Et il vous reçoit avec cigares et cognac, hein, bien sûr, évidemment, parce qu'il ne veut pas tuer la poule aux œufs d'or. Mais en réalité, cette dette, on ne sait pas ce qu'elle pourra devenir. Alors on a beau dire, elle va être payée par les générations qui suivent, mais avec le système qui est le nôtre, même pas. Puisque de toute façon, puisque les États ne sont pas maîtres de la création monétaire, les États sont condamnés à s'endetter à l'infini. Et donc cette montagne de dettes qui faisait tellement peur... L'État a donné son pouvoir aux banques commerciales qui sont, elles, les vraies émettrices de la monnaie. Il est un tout petit peu limité parce que quand même, il faut que ces banques commerciales rendent raison auprès de la Banque centrale d'un certain nombre de Il a été démontré de sur ce même plateau que c'était ce sont des chiffres de toute façon obligations relativement indolores. Théoriquement, c'est comme ça. Mais c'est vrai, vous avez raison. Et donc, on ne voit pas du tout comment on peut sortir de cette spirale. Encore une fois, dans ce livre, je ne parle que de ce qui est souhaitable. Après, est-ce qu'il est possible de faire? Mais on a quand même l'impression que l'expression favorite d'Édouard Herriot en 1924, qu'il n'avait pas pu trouver à placer tous les emprunts d'État. Il avait dit « je me suis heurté au mur de l'argent ». On a l'impression qu'aujourd'hui, le mur d'argent, mais il est... Bien plus gigantesque, bien plus épais, énorme, bien plus résistant. Et qu'on ne voit pas par quels moyens il peut être soit escaladé, soit démantelé. Alors, on en revient toujours à la même question, c'est-à-dire que l'histoire est plus imaginative que nous. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où un faisceau de circonstances les associe les unes aux autres et ça produit un phénomène que nous n'avions pas prévu. Ah oui. Parce qu'en fait, quand nous parlons en ce moment-là, nous sommes dans cette espèce de piège dans lequel nous tombons inévitablement. Nous évaluons d'un stock. Nous oublions le flux. Le flux, c'est celui de l'histoire. Oui. Et donc, quand on évalue ce stock, on se dit, mais comment peut-on sortir de là? Après, il y a l'histoire, il y a le flux de l'histoire. C'est un peu la même chose que lorsqu'on parlait on anticipait un pic pétrolier ou un pic gazier, etc. Tout ça, c'était absurde, parce qu'on oubliait la possibilité d'un progrès technique qui faisait qu'aujourd'hui, en Méditerranée orientale, qui est quand même la mer la plus fréquentée dans l'histoire du monde, on vient de découvrir des gisements de gaz considérables à des endroits où on croyait qu'il n'y avait rien. Mais là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que
Là, vous me posez une question à laquelle je ne peux pas répondre. Comment peut-on aplanir cette montagne de dettes? Historiquement, c'est la guerre qui le faisait. Aujourd'hui, la guerre n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui va le faire? Je n'en sais rien. Mais je n'oublie pas qu'il y a le flux. Alors, vous avez tellement raison que à la fin des années 80, début 90, tout le monde faisait des scénarios de chute de l'URSS. Car on sentait que ça branlait dans le manche. Eh bien, des gens aussi prestigieux que Raymond Aron, qu'Hélène Carrère d'Ancos, que d'autres personnes ont esquissé des scénarios. Aucun de ces scénarios Aucun ne s'est réalisé. Ouais. De cette manière-là. De cette manière-là. Ouais. Ouais. Mais je me plais à citer souvent l'exemple de la Pologne en 1914. Un patriote polonais, il est partagé en deux. C'est-à-dire, il y a soit les empires centraux qui occupent une partie de son pays, soit la Russie. Et donc, il y en a un des deux qui va gagner, un des deux camps. Comment pouvait-il prévoir que 4 ans et demi plus tard, les deux camps auraient perdu? Oui. Et donc, c'est toute la Pologne entière qui a pu ressusciter. Ça, c'est en cela que je dis que l'histoire est plus imaginative que les hommes. Le maréchal... Ça ne veut pas dire que l'histoire fait les hommes, hein. Je ne suis pas dans cette idée-là, mais c'est une sorte de mouvement brownien, si vous voulez. Les hommes font l'histoire, mais ne savent pas quelle histoire ils font. Mais voilà, c'est ça le mouvement brownien. En fait, c'est ça. La phrase est de Raymond Aron, bien sûr. Et quant au maréchal Pilsudski, qui a fait la Pologne de 19, est-ce qu'il existait? En tout cas, c'était l'homme providentiel. Est-ce que nous avons cet homme providentiel? C'est une autre question. Mais souvenez-vous, alors vous avez parlé tout à l'heure de la Russie, ce sont bien des oligarques qui sont allés chercher à Biarritz Vladimir Poutine, qui était dans un hôtel plutôt modeste, en train de passer des vacances, en lui disant viens prendre le pouvoir, succéder à M. Helsinki, et personne ne s'attendait, surtout pas les oligarques en question, ne s'attendaient à la suite des événements. Et finalement, à Biarritz, ils sont allés chercher. Il était en vacances à Biarritz. Il était en vacances à Biarritz. Oui, pour l'anecdote, hein. Il n'était pas exilé, il était en vacances à Biarritz. Et on pensait pouvoir manipuler ce modeste colonel du KGB ou ex-colonel du KGB. Et ça s'est retourné contre eux. Donc vous voyez, là aussi, l'homme providentiel, on ne sait jamais. Les hommes font l'histoire, mais ne savent pas quelle histoire ils font. Voilà, ne savent pas quelle histoire ils font. Alors nous allons faire une troisième partie sur les moyens d'une économie saine, sur les propositions qu'on peut faire dans ce domaine. Nous allons reprendre donc cette conversation à propos du livre d'Yves-Marie Adeline, L'économie encadrée. Alors, parmi les propositions que vous faites, vous en avez sur la formation, on en a parlé, sur la maîtrise de la création monétaire, qui est une vraie question centrale. Il y a aussi le problème des flux migratoires que vous évoquez. Or, les flux migratoires ne sont pas seulement, du point de vue civilisationnel, un problème, mais ils le sont du point de vue économique. Et c'est ça qu'il faut aussi souligner à nos fameux économistes. Ils le sont surtout d'un point de vue social. Oui, alors bien sûr. Et le plus extraordinaire, c'est que Marx en a parlé. Oui. Donc c'est quand même étonnant. Marx parlait de l'armée de réserve du capital. L'armée industrielle de réserve. Oui, c'est ça, l'armée de réserve. C'est-à-dire que pour lui, surtout à l'époque à laquelle il parlait, où on était en pleine croissance démographique, alors nous c'était différent, on faisait venir des Italiens, mais les pays comme l'Angleterre, l'Allemagne étaient en pleine explosion démographique. Marx disait le capital aura toujours la disponibilité d'une sorte d'armée de réserve du capital que je peux exploiter et grâce à laquelle je peux maintenir les salaires au plus bas possible. C'était qui à l'époque de Marx? Il pensait à qui l'armée de réserve? Eh bien, c'était le prolétariat. Le prolétariat. L'exode rural. Oui, c'est ça. Oui. Nous étions en pleine explosion démographique. Un pays comme l'Allemagne pensait en 1800. Déjà, on est déjà dans les dernières années de Marx, mais en 1870, quand il y a la guerre franco-prussienne, allemande en réalité, il y a autant d'habitants en France qu'en Allemagne, il y a 35 millions et 35, hein. Et en 1914, il y a 39 en France et il y en a 67 en Allemagne. Vous voyez, c'était ce volume-là, cette ampleur-là. Alors là, on est arrivé par le phénomène de l'immigration à la même chose. C'est-à-dire qu'après mai 68, la droite qui est responsable de cette invasion migratoire, la droite, avec Chirac, le patronat, etc., donc Giscard d'Estaing, président de la République, regroupement familial. fait le regroupement familial et
on a recours à une main-d'œuvre abondante, à bon marché, d'ouvriers non qualifiés. Le problème aujourd'hui, c'est que les ouvriers non qualifiés n'ont plus leur place dans une économie comme la nôtre, désormais, qui repose sur de la production de produits à haute valeur ajoutée, pour lesquels, la fabrication desquels, quelqu'un qui n'a pas de formation, d'où l'importance de la formation, quelqu'un qui n'a pas de formation ne sert que de prolétaire, prolès en latin, c'est celui qui prolifère, qui fait des enfants. Il n'est fait que pour ça. Il fait des consommateurs. Pour consommer avec l'argent que l'État lui donne. Voilà, c'est un consommateur. Donc, alors, si c'est avec l'argent que l'État lui donne, bon, ça tourne en fait au keynesianisme, c'est-à-dire que c'est une sorte on aide à la consommation et ça fait, c'est une sorte de relance permanente de l'économie. Oui, quoi. Sauf que ce ne sont pas eux qui payent les impôts, qui financent. Ce sont les classes moyennes qui payent, car les classes privilégiées ont déjà fait sécession et vont partir en Belgique, Luxembourg. 300, voilà, ou au Luxembourg. Donc un peu plus de 6 mois, c'est 6 mois plus un jour suffisent à ne plus payer vos impôts. Et donc ça, c'est un phénomène auquel on assiste. Et le monde contemporain est d'autant plus compliqué, enfin les aides, parce que autrefois on aurait pu dire bon bah si tu ne verses pas tes impôts, j'irai te pendre, les aristocrates à la lanterne, j'irai saisir tes biens, etc. Aujourd'hui vous pouvez rien faire. Votre compte en banque vous pouvez l'envoyer à Singapour en 1 seconde par écriture électronique, enfin par la monnaie qui est en fait une monnaie scripturelle, parce que c'est uniquement une monnaie de voilà. Et par conséquent c'est très difficile de lutter contre cette oligarchie. D'autant que c'est cette oligarchie qui fabrique les gouvernants. Pourquoi vous critiquez l'impôt sur le revenu créé en juillet 1914 en France ? Alors chez nous, là c'est une question que j'ai posée dans le livre, c'est que est-ce que vraiment l'impôt sur le revenu produit l'effet escompté? Nous n'avons fait ça que pour préparer la guerre. La guerre, oui, c'était que ça. Alors que les Allemands, par exemple, qui avaient des préoccupations sociales beaucoup plus avancées que les nôtres... à l'initiative de Bismarck. À l'initiative de Bismarck, absolument. Eux avaient cet impôt-là. Aujourd'hui, certains économistes pensent que c'est un impôt qui n'est pas utile, qui est en fait dissuasif. Alors après... Comme vous le savez, l'économie n'est pas une science exacte, du moins quand on s'intéresse au mécanisme de la mécanique de l'économie. Vous pouvez décrocher un prix Nobel, mais ça ne veut pas forcément dire que votre science deviendra exacte. Certains doutent du fait que, en allégeant la fiscalité, on encourage nécessairement la consommation. C'est pas vrai, vous pouvez encourager l'épargne, c'est ce qui se passe en ce moment d'ailleurs. Oui. Bon, donc, mais pour répondre à votre question, c'est le problème de l'immigration, c'est ça, c'est que c'est quand même étonnant de voir que des gens qui se réclament du marxisme n'ont pas lu Marx probablement et ont oublié cette idée d'armée de réserve du capital qui aura permis au patronat de ne plus avoir à subir un mai 68. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en mai 68 ? Les syndicats ont fait remarquer légitimement au patronat que les cadres avaient vu leur salaire augmenter considérablement, beaucoup plus en proportion que le salaire des ouvriers. Pour ne plus avoir à subir ça, on a fait venir Momo de son bled et on a dit bah toi tu vas travailler à bon compte. C'est comme ça que... Ouais, mais est-ce que les Gilets jaunes, c'est pas un petit peu la perpétuation de cette critique-là ? Les Gilets jaunes, ce sont les classes moyennes qui se révoltent. Ce sont des gens qui travaillent, ce ne sont pas des gens qui sont à la rue. Petits patrons, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont... C'est pour ça enfin, une des raisons pour lesquelles ils se sont épuisés, c'est qu'il fallait que tous les samedis, ils se payent un voyage qui était pour eux hors de prix pour aller sur les Champs-Élysées, qui était le seul endroit qu'ils connaissaient dans Paris. Jamais les Champs-Élysées n'avaient vu ça dans leur histoire. Moi, je connais pas Paris, je viens du Cantal ou je sais pas quoi, donc on se retrouve tous... Et les grandes révoltes populaires du 19e siècle, c'était le faubourg Saint-Antoine. C'était c'était là où ils travaillaient d'ailleurs. Là où ils travaillaient. Tout cela, c'est pas la même chose. Ce sont pas des gens de Paris, ce sont même pas des gens de la ceinture. Ce sont vraiment des gens de la France périphérique, pour reprendre l'expression de Guilluy, et qui se sont retrouvés là. Après, il y a la manipulation du pouvoir qui a fait que...
elle a mis sur le pavé l'extrême gauche du capital, hein, comme on l'appelle, c'est-à-dire des gauchistes qui servent évidemment le capital, même inconsciemment, en cassant tout. D'abord en cassant la figure Lutte ouvrière, NPA. Oui, et puis puis les Black Blocs qui ont fait peur à tout le monde. Et qui sont des idiots utiles du capitalisme. Voilà, qui ont toujours été les idiots utiles du capitalisme. Mais en l'occurrence, c'est d'autant plus d'actualité, Yves-Marie Adeline, ce que vous dites, c'est que cette semaine dans le Figaro, nous avons eu une tribune d'un certain nombre de grands chefs d'entreprise, 10 chefs d'entreprise ont déclaré qu'il fallait que l'immigration continue. Mais oui. Parce qu'ils ont besoin de cette main-d'œuvre. Mais évidemment. Oui, non, mais jusqu'à quand? Parce qu'ils ont besoin toujours de main-d'œuvre en permanence. Enfin, je veux dire, le marché intérieur français, il n'est pas élastique à l'infini. Alors, ce qui pose un problème, c'est que aujourd'hui, le travail à faible valeur ajoutée, non seulement s'est raréfié, mais a presque disparu. Le petit boulot n'existe plus. Voilà pour un étudiant. Mais le petit boulot qui consistait à transporter des chaises sur le faubourg Saint-Antoine depuis la Rampailleuse jusqu'au client, ça c'est terminé. Oui, mais il y a tous les Uber. Il y a les Uber, il y a l'ubérisation, et d'ailleurs... C'est quand même des petits boulots. Hein, mais absolument, et qui sont les pilotes de ces Uber? Des immigrés. Mais ce sont des immigrés. Illégaux, le plus souvent d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est la fameuse armée de réserve du capital. En plus donc d'un contrôle ou même d'une suppression de l'immigration, c'est quoi les autres tenants d'une économie saine entre libéralisme et étatisme? Alors l'un des tenants, c'est évidemment la relocalisation de la production industrielle. Vous savez que j'ai été directeur de cabinet de Jean Arthuis, qui a été l'auteur de ce rapport parlementaire sur les délocalisations industrielles. Alors à l'époque, certains l'avaient critiqué, parce que j'étais dans le milieu, et je me souviens que j'avais des amis qui étaient des jeunes hauts fonctionnaires européens qui disaient « c'est ridicule ce qu'il écrit, puisque notre premier partenaire, c'est l'Union européenne », ce qui n'était pas faux, qui ne s'appelait pas encore comme ça, qui s'appelait la communauté économique, la communauté européenne. Et c'était pas faux, bien sûr. Nos premiers clients sont nos voisins. C'est pas Singapour. Quand même, sur le long terme, le rapport Arthuis s'est révélé quand même moins inexact que certains avaient pu le penser. Car aujourd'hui, où le coût du fret maritime, vous savez que la mer assure 85% du commerce mondial, le coût du fret maritime s'est complètement effondré. Un produit fini, son coût revient, le transport de ce produit fini. Et je ne parle pas de blé ou de pétrole, je parle d'un téléviseur, par exemple. Ça revient à 1%, le coût du transport. 1% du prix global. Donc évidemment, avec la révolution des transports maritimes, l'invention du conteneur, etc., les énormes paquebots, etc., aujourd'hui, c'est assez facile. Qui ne sont pas des paquebots, d'ailleurs. Qui ne sont pas des paquebots, pardon, des cargos, excusez-moi. Aujourd'hui, vous pouvez même envoyer à Singapour ou ailleurs encore la radio de votre dent que vous devez réparer ou de la couronne que vous devez poser. Mais dans cette concurrence qui est complètement déloyale, est-ce qu'on doit accepter, est-ce qu'on doit refuser le jeu de cette concurrence déloyale ou alors, et de l'autre côté, on n'a aucun moyen de réguler cette concurrence déloyale? Alors c'est le gros problème, c'est qu'avec sa mondialisation, quand bien même la France voudrait, par exemple, quand je parle des banques... les banques privées, de séparer les banques privées, les banques de dépôt et les banques d'investissement. Oui, mais si le monde entier ne joue pas ce jeu-là, nos banques, elles vont être victimes de spéculations qui vont les détruire, forcément. Mais il faudrait... Alors c'est ce qui fait dire à des mondialistes comme Attali, vous voyez bien que les problèmes étant mondiaux, il faut un gouvernement mondial. Bon, moi, j'en suis pas du tout à dire ça. Hein. Oui, d'autant qu'on voit bien que la mondialisation est antidémocratique. C'est-à-dire qu'elle empêche toute expression du peuple. Prenons un exemple. Il n'y a pas plus oligarchique que la mondialisation. Voilà, exactement. Par exemple, la taxe sur les GAFA. Bon, tout le monde se réjouit d'une taxe sur les GAFA. Bon, j'attends de voir. Souviens-toi de te méfier, disent les agriculteurs. Sauf que, en général, qu'est-ce que c'est que l'impôt? C'est ce qui est voté par un Parlement. Nul impôt sans consentement. Bien sûr. Où est-ce que les peuples ont consenti à cet impôt? Alors c'est une tradition très française, le consentement à l'impôt, qui maintenant s'efface, qui disparaît, parce que... Oui, mais vous avez l'air de vous y résigner, monsieur. À la soupe. Monsieur Yves-Marie Adeline, vous vous y résignez? Je ne m'y... Non, c'est pas ça. J'expose dans ce livre ce qui serait souhaitable. Oui. De là à dire que tout ce que je dis de souhaitable serait possible,
je n'en sais rien. Les choses, c'est pour ça que je me fie au flux, le fameux flux dont je vous parlais tout à l'heure. Fin de l'immigration, relocalisation, c'est tout. Sur les élus, vous avez le mode de désignation des élus. Représentativité. Oui, la représentation. Mais ça, c'est une vieille marotte pour moi. Ah oui, mais c'est intéressant. Datant de l'époque où je faisais de la politique moi-même, disons, et effectivement, je déplorais le manque de représentativité de ces fameux prétendus représentants du peuple. À l'Assemblée nationale, ces gens-là appartiennent à l'oligarchie, tout simplement. Vous pensez que ça passe juste par le scrutin, la proportionnelle? Alors non, vous proposez une solution qui est intéressante. Oui. Vous inspirez des mathématiciens Michel Balinsky et Rida Laraki sur l'idée de l'élection par jugement majoritaire. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on vous impose 2 candidats, vous avez un choix plus important et vous cochez sur des cases ceux que vous trouvez bons, excellents, moyens, mauvais, à éviter, etc. Très mauvais. Très mauvais. C'est très mauvais. Très mauvais. Et il arrive un moment où, quand on fait la moyenne, disons, de votre jugement, eh bien, ça va désigner. Alors, j'ai imaginé 4 candidats, Jean, Joseph, Jacques et Jules, je crois, pour qu'à chaque fois il y ait un J. Mais et comment Jean pourrait être élu parce qu'il a assez de mentions, excellent et assez bien. Voilà. Et donc ça éviterait, disons, cette sorte de confiscation par les partis de la candidature. Des candidatures en général. Vous pensez que l'abstention qui s'est produite lors des élections locales, excusez-moi, c'est le rejet des partis ou alors est-ce que c'est le fait qu'il y a un problème de représentativité? Alors, l'un et l'autre, c'est-à-dire en fait c'est un problème de choix. C'est-à-dire qu'il y a un tas de gens qui ne se déplacent pas parce qu'ils estiment qu'en réalité on ne leur offre pas de choix véritable. C'est-à-dire qu'on leur demande à choisir entre la peste et le choléra. Alors vous me direz, oui, mais... Enfin, les défenseurs de ce système disent, oui, mais quand on vote, en fait, on élimine, on vote pour le moins pire. Oui. Alors, il y a du vrai là-dedans, puisqu'on ne fait jamais de la politique qu'avec des gens avec qui on est totalement d'accord, bien sûr. Mais il n'empêche qu'il y a un découragement de l'électorat face à ces échéances-là, où en fait, on leur demande de choisir entre des gens qui ne les intéressent pas du tout. Enfin, aucun des candidats. Pourquoi ? Parce que ce sont des candidats qui sont des produits de partis politiques qui ont confisqué la politique, le fonctionnement de la politique. Là, on va dire la démocratie, pour faire plaisir. Voilà. Ils ont confisqué, c'est une sorte de démocratie confisquée qui a tourné en oligarchie, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, je pense que c'est un élément qui n'est pas à négliger, oui. Il y a cette idée que il y a un découragement général. Enfin, quand vous voyez maintenant que 70% des électeurs se déplacent pas, enfin, ça fait quand même 2 électeurs sur 3, 2 tiers. C'est effarant. Et il y a des gens qui crient victoire, ils sont contents d'avoir été élus à la tête de leur... Est-ce que finalement l'abstention, c'est pas le meilleur moyen d'abattre le système partisan ? Non, c'est comme les Gilets jaunes. Enfin, je veux dire, tant que le pouvoir est là avec la force publique... L'abstention n'est même pas reconnue en France, de toute façon. Enfin, elle n'est pas comptée, on la comptabilise pas, et on n'a pas dit, voilà, il faudrait que pour qu'un vote soit valable, qu'il y ait eu tant de suffrages exprimés. C'est pas le cas en France, donc alors, non, je crois pas. Je vais vous poser une ultime question, ce sera la conclusion. Dans votre précédente émission, vous aviez évoqué le référendum d'initiative citoyenne avec passablement d'esprit critique. Il semblerait que vous n'y croyiez pas beaucoup. Or, ça pourrait constituer une mesure justement de correction à ce système de représentation qui ne nous satisfait pas. Et beaucoup de nos téléspectateurs avaient protesté contre votre critique. Et certains venaient même de Suisse. Mais la Suisse, c'est une confédération, voilà. D'abord. C'est un pays... qui fait 8 millions d'habitants. Et puis, c'est un pays qui a une très longue tradition politique qui n'est pas du tout la même que la nôtre. Donc, je ne vois pas comment on peut calquer artificiellement, disons, leur système au système français. Mais c'est vrai que c'est un système qui séduit beaucoup de monde, le système suisse. Ce qui me fait peur dans le RIC, ce sont les emballements populaires, en fait. Qui ferait faire au peuple n'importe quoi sur une poussée de fièvre.
c'est quand même pas pour rien qu'on choisit des représentants du peuple. Voilà. Oui, mais l'emballement Sauf que ces populaire... représentants ne sont pas légitimes aujourd'hui, je suis bien d'accord. L'emballement populaire, s'il n'y a pas le référendum d'initiative citoyenne, il peut se tourner contre des représentants qui ne représentent rien, Oui. et là, nous sommes dans la violence. Oui, nous sommes dans la violence, oui, bien sûr. Mais c'est pas parce que il faut éviter cela que, à mon avis, c'est une très mauvaise idée. Le RIC, c'est une mauvaise idée. Ah, vous persistez. Oui, je crois plus en la représentation. Je crois plus en la représentation. Alors, elle-même encadrée. Enfin, tempérée. Mieux organisée, disons. Organisée peut-être à la manière dont je parle, c'est-à-dire, par exemple, le jugement majoritaire, etc., qui me semble produire une... Et puis, choisir des collèges électoraux différents. Hein, oui. Alors, intégrer des représentants des familles, oui, des par écoles, exemple, oui. Oui, bien sûr. Et non pas simplement les classes dominantes d'aujourd'hui. Et non pas simplement les grands électeurs. Ou à élargir le collège des grands électeurs. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. En 1958, le collège des grands électeurs, qui a élu le général de Gaulle, au suffrage de grands électeurs, comprenait des associations de parents d'élèves, des syndicats, des... Vous imaginez ? On en est loin de tout ça aujourd'hui. Voilà. Mais c'est de Gaulle qui a changé les choses en 1962. Voilà. Et ça, je ne l'approuve pas. Je ne l'approuve pas. Eh bien, merci Yves-Marie Edeline, merci pour votre économie encadrée. Eh bien, c'est en effet ni administré, ni encadré, ni ultralibéral, comme on dit. Le mot est... Ni totalement libre, ni administré, mais encadré. Voilà. Ni tout État, ni tout marché. Voilà, c'est ça. Voilà. Ni tout État, ni tout marché. Tout à fait. Merci, monsieur. Merci. Merci. Chers téléspectateurs, à très bientôt.